cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour et bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors je suis vraiment ravie d'être avec vous une fois de plus en direct sur Radio Grand Lac. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Alors aujourd'hui, nous allons faire un bond dans le passé et voyager. Alors nous partirons d'Aix-les-Bains pour l'Égypte, au nord-est de son territoire, encore un peu plus à l'est que le delta du Nil. Nous sommes le 16-17 novembre 1869. Pour l'occasion, un opéra est commandé à Giuseppe Verdi, Aïda. Et l'occasion, c'est bien sûr l'inauguration du canal de Suez, un événement planétaire, historique, qui va rassembler les plus grands de ce monde et pour lequel certains Aixois seront présents. Alors pour vous raconter tout cela, cette histoire passionnante, 3 personnes, 3 invités avec moi. Serge Sueur, directeur de l'association des Palaces Rossignoli, auteur de plusieurs livres historiques en rapport avec Aix-les-Bains. Bonjour Serge. Bonjour. Béatrice Drouin-Charnot, présidente adjointe de l'ASA. Bonjour Béatrice. Bonjour Anne, bonjour à tout le monde. Et enfin Lionel. Bonjour Lionel. Lionel Berthet, géographe, qui s'intéresse aussi très largement et passionnément à toute l'histoire de la Savoie. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici dans le studio autour de cette thématique qui est absolument passionnante, que j'ai vraiment découvert parce que finalement j'avais très peu de connaissances concernant ce canal de Suez, notamment par rapport à cette inauguration. Et j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment que c'était une pépite. Et je pense que je suis pas la seule, en tout cas, à avoir le sujet très intéressant, puisque Serge, tu en as écrit un livre. Oui. Alors peut-être que tu peux nous rappeler ce contexte, comment ça s'est fait. Eh bien écoute, c'est une histoire tout à fait surprenante. L'un des descendants directs de la famille Rossignoli, les Rossignoli, ce sont ces créateurs et fondateurs des palaces sur les coteaux, le Splendide et l'Excelsior, puis son fils, après, Louis Rossignoli, qui aura créé le Royal en 1914. Mais si on remonte dans le passé, Rossignoli, Gaudenzio, en fait, c'est un Piémontais qui est né dans un tout petit village rural, et on s'était toujours demandé comment cet homme-là a-t-il pu avoir les 3 plus beaux palaces d'Aix-les-Bains et recevoir 42 têtes couronnées. Donc il fallait avoir de l'entre-gens. Et c'est pas en naissant dans un petit village rural qu'on acquiert cette aisance. Il y a sûrement un destin quand même derrière. Alors, il y a eu un destin, et ce destin nous a été ouvert grâce à ce descendant qui, en fouillant dans son grenier, trouve un carnet de voyage qui commence en 1869 et se termine en 1971. Pendant 3 ans, Gaudenzio Rossignoli sillonnait les routes en accompagnant des richissimes clients, la plupart du temps américains. Donc notre histoire, elle va démarrer comme ça. Gaudenzio Rossignoli, novembre 1869, est à Paris, récupère ses 2 clients américains, prennent le train pour aller à Vienne, Autriche, là, prennent des billets sur un bateau à vapeur qui descend le Danube, ils traversent la Bulgarie, la Roumanie, Empire ottoman de l'époque, la sublime porte, prennent un autre vapeur à roue sur la Méditerranée, arrivent à Istanbul, où là, grâce à l'entregent de ces milliardaires américains, ils sont reçus en même temps que l'empereur d'Autriche, François Joseph, c'est le fils. Qui lui aussi se rend à l'inauguration du canal de Suez. Et il y a une fête somptueuse à Istanbul. D'Istanbul, ils reprennent un bateau, ils arrivent en Égypte, découvrent le début du canal, mais c'est pas encore l'inauguration, ils peuvent entrer que quelques kilomètres. Donc ils vont à Alexandrie. Alexandrie vient de s'équiper déjà d'un tramway, premier d'Afrique. Ils prennent un train, ils arrivent au Caire, ils découvrent le Caire. Au Caire, il y a des magnifiques immeubles qui viennent d'être construits par le Khedive. Le Khedive, c'est le vice-roi d'Égypte, qui dépend politiquement de la sublime porte, c'est-à-dire d'Istanbul, des Turcs. Et ça se passe pas toujours très bien d'ailleurs entre eux. Et là, du Caire, ils vont à Suez, de l'autre côté, mer Rouge. Là, ils louent encore un voilier, remontent une partie du canal, ce qu'on leur autorise à faire, puis se décident à revenir à Ismaïlia,
Ismaïlia, c'est au milieu du canal qui fait 169 km. Et c'est là que la compagnie de Suez, créée par Ferdinand de Lesseps, s'est installée. Et c'est là que vont avoir lieu la grande fête de la cérémonie d'ouverture. Et Ismaïlia, c'est une ville en fait qui a été créée. C'est sorti du sable. C'est ça. C'est sorti du sable. Mais il y a 2 villes, je crois. Il y a Ismaïlia et... Alors, il y a une autre ville qui maintenant doit s'appeler Cantara, mais qui avait un autre nom jadis, où il y avait surtout des ouvriers italiens et espagnols qui étaient là pour la construction du canal. Puis comme il y a eu de l'irrigation, il y a eu des terres agricoles. Et donc, ça a créé finalement des activités là où il y avait pratiquement personne. D'accord. Là, t'en as dit beaucoup. On a mis c'est pas fini, temps. C'est pas fini. Ah, mais je sais bien que c'est pas fini. C'est bien. Mais j'ai quand même envie de revenir un petit peu en arrière. Dis-moi. Parce que finalement, ce Rossignoli, qui est le fondateur de nos palaces aixois, il était courrier, c'est ça? C'était un métier. Oui, c'est un métier dont on a complètement oublié la signification. C'est un petit peu compliqué si tu veux à le définir en termes d'aujourd'hui. C'était les domestiques de très haut rang qui auraient été les secrétaires particuliers, comme tu avais des régisseurs de domaine. Donc voilà, c'était ce niveau-là. Sauf que ces gens très très riches qui avaient j'arrive pas à dire, des domestiques, quand ils voyageaient, il fallait qu'ils aient quelqu'un, je dirais, à leur côté pour simplifier la tâche du quotidien. La tâche du quotidien, c'est aller à la banque, transformer les billets à ordre pour trouver la monnaie locale. Il faut aller dans les ambassades pour avoir tous les papiers, les laisser passer, parce qu'en 1869, il y a encore de temps en temps des laissés passer. Nous, en Savoie, on vient juste d'être attaché à la France à peine 10 ans avant. Et avant, il y avait une douane. Et il fallait passer avec des vrais papiers. Donc, il faut toujours se remettre à cette époque. Les voies de ferry sont en train de se mettre en place. Quand par exemple, ils sont dans le train et qu'ils arrivent à Visniou, donc ça, c'est pour prendre le bateau sur la Méditerranée, la voie ferrée vient de s'ouvrir 1 an avant. Quand il reviendra avec d'autres clients qui passent à Menton, la voie ferrée vient de s'ouvrir 3 mois avant. C'est-à-dire, même le sud de la France n'était pas encore complètement équipé. Donc, on pourrait dire que Gaudens-Rossignoli se trouve dans ce périple à la transformation des pays. Et puis, il y aura même pire. Il y aura la guerre de 1870 perdue par Napoléon III. Et lui, il traverse encore avec d'autres clients les champs de bataille. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Parce que dans ton livre, on apprend qu'il est à Cherbourg. Il voit les prisonniers français, il voit la cathédrale, il voit les églises de Strasbourg qui ont été bombardées. Oui, c'est en ruine partout, puis des colonnes de prisonniers français. Bon, alors là, on est après. On va essayer. On est en 70. 6 mois tu es tellement passionné, Serge, qu'on file, on trace et on est déjà après. Alors, je reviens en arrière, revenons en arrière. Peut-être qu'on pourrait quand même resituer, en fait, dans quel contexte Aix-les-Bains vit, quel contexte historique aussi, mondial, pourquoi pas, comment la Savoie est dirigée, voilà, ça serait quand même peut-être aussi intéressant. Oui, alors là, on sera plusieurs à en parler. Je pense que Béatrice et... Alors, Béatrice, Lionel. Moi. Allez. C'est comme vous souhaitez. Non. Ça dépend effectivement de quelles années on parle, puisque le chantier de Suez démarre alors que la Savoie fait encore partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Il y a le rattachement peu de temps après. Et en 1969, effectivement, dans toutes ces années-là déjà, le chemin de fer est déjà à Aix-les-Bains. Il n'est pas à l'actuel de l'emplacement, à l'emplacement de l'actuelle gare, je vais y arriver, était plutôt du côté de Puer, c'est-à-dire du Petit Port. D'ailleurs, il y a l'école de Puer, voilà, exactement. Il y a la gare de Choudy. La gare de Choudy. En effet. Et après, on est quand même dans une époque, d'un point de vue technologique, où on a révolutionné pas mal de choses. Alors, tu parles dans ton livre de ces excavatrices qui ont été effectivement inventées par ce brillant ingénieur français Couvreux, en 1959. Alors 1800, je vais y arriver, pardon. Au début du canal. Voilà, exactement. Même si ça n'a pas été conçu spécialement pour l'entreprise du canal, mais de Lesseps a tout de suite compris effectivement le potentiel de ces excavatrices-là, bien que c'était Otis, il me semble. C'était William Otis qui avait inventé les premières à vapeur aux États-Unis en 1839. Et dans les mêmes années, on a un Savoyard, on est en 1861 cette fois-ci, qui invente la foreuse perforatrice à air comprimé. D'ailleurs, dans pas mal
de revues de l'époque scientifique, on n'hésite pas à comparer ce percement de l'isthme de Suez et le percement du Mont Cenis. On s'est déjà lancé dans ce tunnel transfrontalier qui va amener les trains vers l'Italie. Enfin, lorsque le chantier est lancé, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne. Quand il va être terminé, ça sera l'Italie de l'autre côté, réunifiée par Victor Emmanuel II. Du coup, on est quand même là en train de creuser le plus long canal du monde et le plus long tunnel du monde. C'est phénoménal les progrès qu'on a fait dans ces années-là. Il en était déjà question de ce percement de canal auparavant. Mais ça date même des Égyptiens. Et ça n'avait pas été... pharaons. C'est ça. Alors c'était à l'époque, bien sûr, le calibrage était beaucoup plus petit, mais ils avaient réussi à rejoindre en partie. Ils n'ont pas pu passer vers Donc on peut quand même peut-être aussi resituer pour nos auditeurs. Donc ce canal de Suez qui relie la Méditerranée, en fait, à la mer Rouge. À la mer Rouge, voilà, de manière verticale. Si je peux dire, et qui relie finalement l'Orient à l'Occident et qui évite finalement ça intéresse au niveau mondial puisque ça évite de faire tout le tour de l'Afrique. Voilà, et de faire une halte technique, changer les équipages à Cape Town, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, Cap de Bonne-Espérance. Le Cap de Bonne-Espérance qui gagne entre 10 et 12 jours. Donc finalement, à un niveau mondial, tout le monde est intéressé par ce canal. Bien sûr. Et c'est un Français, finalement, qui va le réaliser. Pourquoi un Français ? Alors, il y a une grande tradition de la présence française depuis Napoléon Ier, qui avait, j'allais dire, occupé militairement l'Égypte et malheureusement n'a pas pu la conserver, les Anglais ayant repris le dessus. Mais même si les Anglais sont beaucoup plus présents que les Français à cette époque-là, les Français ont laissé un bon souvenir. Puis il faut savoir que Ferdinand de Lesseps, c'est le cousin d'Eugénie, l'impératrice de France, épouse de Napoléon III. Donc il y a des liens familiaux. Donc quand Ferdinand de Lesseps essaye de faire financer son affaire, c'est Napoléon III qui aide et va voir tous les banquiers et va voir les actionnaires pour créer la société de Suez. Les relations jouaient déjà. Oui. Est-ce que je peux me permettre d'attraper le sujet au vol, le Serge, puisque tu parles effectivement de Napoléon Ier. On est en 1798, donc campagne d'Égypte, à la toute fin de l'année, et Napoléon s'embarque en direction à la recherche de l'ancien canal, l'ancien tracé du canal antique de Suez. Alors, à l'époque des pharaons, ça coupait pas directement depuis la mer Rouge jusqu'à la mer Méditerranée. Ça partait de la mer Rouge et ça venait rejoindre une des branches du Nil. Et le reste de la navigation se faisait par le Nil jusqu'à Alexandrie. Enfin, proche d'Alexandrie. Et Napoléon, effectivement, se dit où est cet ancien canal des Égyptiens. Moi, j'aimerais bien relier la mer et l'océan Indien. Et il part, fin décembre 1798, en expédition avec la fine fleur des scientifiques de notre région. Il y a tout d'abord Gaspard Monge, grand mathématicien et directeur fondateur de Polytechnique, de l'école Polytechnique. Alors vous allez me dire, Gaspard Monge, il est né à Beaune, oui, mais d'un papa marchand au Savoyard, quand même. On a le géomètre Louis Costa, alors je vais le prononcer vulgairement, excusez-moi, Costaz, je mets le Z à la fin parce que ça n'a rien à voir avec ça sent la Savoie aussi, alors. Mais lui, il est né à Champagne-en-Val-Romey. Champagne-en-Val-Romey en 1767, je crois. Et il y a surtout Berthollet. Le fameux Berthollet, né à Talloires. Et alors, le chimiste que Napoléon vénérait, il n'y a pas d'autre mot, il lui faisait toute confiance. Dès qu'il était sur le terrain et qu'il y avait des aspects scientifiques à évoquer, ne s'y connaissant pas trop, il disait tout le temps à ces sujets, je consulterai Berthollet, qui était également réputé, qui avait l'estime de Napoléon, pas seulement pour son savoir, mais aussi pour son courage. Imaginez quand même qu'à un moment donné, il y a plusieurs bateaux, bien évidemment, mais toute la flotte de Napoléon remonte le Nil, se fait attaquer par les Mamelouks. Imaginez que Berthollet, avec le courage qu'on lui connaissait, remplit ses poches de cailloux pour être bien certain de couler au fond du Nil si le bateau se fait saborder. Oh là là. Et je me souviens aussi, quand on lit dans les Écritures, on apprend que Berthollet avait marché 100 km pendant des jours dans le désert à pied, parce qu'il avait laissé les voitures aux officiers qui étaient blessés et qui, bien sûr, ne pouvaient pas faire ce chemin à pied. Bref, on est plus de 70 ans, effectivement, avant l'ouverture du canal de Suez, et on peut espérer, pourquoi pas, on peut imaginer que de Lesseps, quand il va entreprendre cette entreprise gigantesque, va peut-être s'inspirer des travaux et des recherches de
plusieurs de ces scientifiques. C'était pas tous savoyards et bugistes, mais un certain nombre. Et nous étions très présents. C'était très présent, quoi qu'il en soit. Alors, c'est sûr. petit clin d'œil pour l'histoire aixoise, qui connaît bien Berthollet pour les soins thermaux. Aussi. L'impact de Berthollet est tellement grand que quand les médecins d'Espine inventent le Berthollet est mort depuis 10 ans. Il n'a aucune intervention dans l'invention du Berthollet, mais il y a un tel impact de ce scientifique qu'on va donner le nom de Berthollet à cette technique de soins thermaux qui est toujours pratiquée aujourd'hui. Voilà, petit clin d'œil. C'est une sommité en Savoie. Hein. Il a été membre de l'Académie de Savoie, l'Académie des sciences, des belles lettres et des arts, bien sûr. Oui, alors Lionel parlait des excavatrices tout à l'heure. Il faut savoir que quand le canal démarre, le Khedive, qui n'est pas Ismaël, mais son père encore vivant à l'époque, fournit 25 000 ouvriers. Alors, il y a ce qu'on appelle la corvée encore en Égypte, c'est-à-dire les fellahs, les paysans égyptiens doivent tant de jours de travail pour les canaux. Comme là, ça va être assimilé à un canal, donc chaque paysan qui habite localement doit venir donner quelques jours. Et malheureusement, il y a déjà beaucoup de décès par le choléra et autres maladies, parce qu'ils sont quand même dans des zones où il y a des eaux qui stagnent, et ils n'arrivent pas à faire venir de l'eau potable, parce que c'est trop long encore pour le moment par rapport au désert. Donc il y a de la souffrance, et il y a plusieurs milliers de morts déjà. Alors, et combien de personnes ont travaillé à ce canal jusqu'à d'ouvriers? Jusqu'à 25 000, 26 000 à l'époque. 26 000 Par avec... section. Dans certaines sections, oui. Donc si on fait le total, alors les sections ne marchaient pas toujours en même temps parce que quand il y avait la récolte, les paysans retournaient chez eux, donc il fallait retrouver de la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'après, peu à peu, il y a des Italiens qui sont venus et des Espagnols. On a eu 260 morts quand même parmi le personnel européen, aussi de maladies. Je pense que Béatrice en parlera après parce qu'elle a été concernée dans sa propre famille à l'époque. Et plus tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Anglais, extrêmement vexés que ce soit les Français qui fassent... Oui, ils n'étaient pas très contents, d'après ce que j'ai lu. Ils n'étaient absolument pas contents. Ils n'étaient pas ravis. Ils ont tout fait pour saboter cette opération, en s'appuyant plus sur le Turc, la sublime porte. Donc là, il doit s'appeler Abdelaziz, je pense, le sultan de l'Empire turc, qui lui aussi cherchait à contrecarrer ce projet, parce qu'il s'est dit, mon vice-roi d'Égypte, il sera plus riche que moi, une fois qu'il aura touché les royalties du canal. Donc en fait, ça faisait deux grosses puissances locales qui faisaient tout pour embêter. Et donc, il y a eu une cabale mondiale pour dire que les Français, Ferdinand de Lesseps et ses Français, étaient en train de tuer ces pauvres fellahs. Si bien que Ferdinand, le Khedive a rappelé... Il y avait un lien aussi entre Ferdinand Lesseps et le Khedive. Notamment j'ai lu un lien, en tout cas, entre les deux, où les familles étaient amies, et le Khedive était quand même très européen aussi. Il était extrêmement européen dans son approche. Et même très français, puisqu'il avait aussi vécu, je crois qu'il avait été même élevé, en partie. Alors je veux pas dire de bêtises parce que, mais en tout cas, il y a un lien avec la famille de Lesseps et son éducation, en tout cas. C'est vrai. Ce qui n'est pas surprenant. C'est encore le cas aujourd'hui. Pas mal de dirigeants de ces pays, de ce secteur du monde-là, ont fait leurs études en Europe, ont été parfois pour partie élevés en Europe. Ce ne serait pas surprenant. Et puis, il ne faut pas oublier que la langue officielle de la diplomatie, c'était le français. Alors les Anglais n'étaient vraiment pas contents. On n'est pas content du tout là. Alors il est vraiment savoureux ton livre, Serge, aussi, parce que toi tu vas à chaque fois chercher des petits détails, et en fait en lisant ce livre on apprend des choses, que c'est un petit peu comme ce qui se passe finalement en ce moment avec la Russie quand on y réfléchit bien. C'est-à-dire que on est en conflit assez ouvert autour de ce canal avec les Anglais. Donc quand il y a des prestigieux invités anglais qui sont conviés à l'inauguration, on les mentionne le moins possible. Donc un certain Thomas Cook, ils sont là mais on n'en parle pas trop. Faut pas que ça se sache dans la diplomatie internationale. Non. Mais au point que le prince de Galles, qui vient avec son épouse Alexandra, qui est donc la fille du roi de Danemark, quand eux ils vont venir un peu avant pour la mise en eau du lac Abdel, ou je sais plus quel lac par là, un peu avant. Alors le Khedive les reçoit bien, ils ont un superbe dayabé, c'est leurs bateaux spéciaux à fond très plat, 60 cm, pour passer à travers les fonds sableux. Eh bien, ils vont passer une semaine, mais presque incognito. Alors on peut rappeler, parce que donc le Khedive invite
lance des invitations dans le monde entier, on peut dire. Oui. C'est pas l'histoire d'un jour ou 2 jours. C'est l'histoire. Les invités en fait vont passer du temps. Bien sûr, parce que déjà pour venir en bateau à voile et à vapeur, comme on disait, il reste l'expression. Il faut dire que Ferdinand de Lesseps. Donc là, c'était le début aussi des bateaux à vapeur. Oui, Ferdinand de Lesseps avait dit, El Khedive avait suivi. Il y avait des chartes d'utilisation, de la future utilisation du canal. Les bateaux à voile devraient obligatoirement être tractés par bateau pilote à vapeur. Donc ça compliquait la vie. Il y avait plus de 90% des navires de commerce qui étaient à voile à l'époque. Donc il a fallu faire des bateaux mixtes à voile et à vapeur, c'est-à-dire rajouter une chaudière, et ces premières chaudières alimentaient des roues à aubes. On a du mal à imaginer sur des mers des bateaux à aubes. Parce que dès que le bateau prend de la gîte, il y a toujours une des pales qui sort. Donc ça devait être extrêmement mouvementé, les traversées quand la mer était mauvaise. Et je pense que ça devait pas être confortable et on devait entendre cogner les arbres de transmission. Surtout que la Méditerranée est pas si calme qu'on la voit parfois. Et surtout dans ce secteur-là, il faut se souvenir que quand Benoît le Borgne, donc futur comte de Boigne, accoste à côté d'Alexandrie, on est en 1777, son bateau fait naufrage avant de rentrer dans le canal du Nil. Donc la navigation à cette période-là, c'est pas compliqué. Tout repos. Oui. Donc on pourrait se mettre à la place de notre chère Eugénie, impératrice de France. Alors parce qu'ils arrivaient, pardon, excuse-moi, je te coupe, Serge. Parce que là, justement, j'imagine tous ces bateaux à voile, à vapeur sur le canal. Oui. Est-ce qu'on a pu en recenser? Combien on a pu en recenser? 56 bateaux de fort tonnage, enfin de tonnage admissible dans le canal. Le canal est calibré à 52 mètres de large à l'époque. Donc il fallait quand même que ces bateaux passent, mais ils n'étaient pas bien plus larges que ça non plus à l'époque, pour dire la vérité. Et tous ces bateaux viennent de toutes les marines du monde. Il y a la marine autrichienne, il y a la marine russe, il y a les Portugais, il y a les Espagnols, il y a bientôt tout le monde qui vient. Alors, on va marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. On parlera aussi des personnalités qui sont là. Entendu. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Nous sommes dans l'épicerie culturelle du territoire et nous discutons, nous sommes autour d'une thématique, d'un sujet passionnant. La thématique, c'est d'Aix-les-Bains à l'inauguration du canal de Suez. Je suis avec Serge Sueur, Béatrice Douren-Charnot et Lionel Berthet, tous trois passionnés par l'histoire et l'histoire de Savoie. Donc sur cette première partie, on a parlé finalement de ce périple, notamment de Rossignoli, qui sera plus tard le fondateur de 2 de nos palaces à Aix-les-Bains, qui finalement accompagna comme courrier en fait une richissime famille américaine qu'on ne connaît pas. Finalement, on n'a pas su vraiment en fait le lien. Non, parce que dans les écrits, il y avait une sorte de politique de confidentialité. Les courriers appelaient leurs clients la famille. On n'en sait jamais de nom. D'accord. On suppute qu'ils sont américains, parce que quelquefois Gaudens-Rossignoli dit « Je suis passé à la poste à Alexandrie chercher 17 journaux américains ». Donc ça nous donne une piste. Mais D'accord. Ça peut être parfois des lords anglais. J'ai même été surpris, un de ses clients, il les emmène au canal de Suez, mais il les emmène aussi en Palestine. Alors soit c'est pour visiter la Palestine, soit ce sont peut-être des juifs orthodoxes, peut-être des milliardaires juifs américains. On est obligé de supputer, mais on n'a pas de preuves. On n'a pas d'indication par rapport à ça. D'accord. On sait que c'est... Alors finalement, on pourrait peut-être parler déjà dans ce premier temps du métier de courrier. Finalement, il y a Havas aussi qui s'est après lancé à cette même période, je crois. Oui, alors en fait, l'agence Havas est une agence française qui s'est associée avec une agence équivalente anglaise. Et leur principe, c'était d'avoir, grâce au télégramme, les informations de la journée à transmettre dans les principales capitales d'Europe et des États-Unis, voire même d'Amérique du Sud déjà. Et les courriers, en fait, on va dire,
ça ressemblerait maintenant à des guides touristiques privés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour une agence et ils font pas régulièrement des trajets. Ils sont à disposition du client, sauf que comment ils étaient contactés? On pense que justement ces courriers laissaient leur contact par télégramme dans ces agences Havas. Parce qu'on voit par exemple Gaudens-Rossignoli qui quitte ses clients américains après la Palestine et directement il les récupère à Port-Saïd une autre famille, cette fois avec deux grands adolescents. Ils fondent de nouveau le canal de Suez, puis ils restent pendant 3 mois sur le Nil en louant un bateau, un dahabieh, à voile, avec 6 rameurs et la vapeur. D'accord, donc ça montre le niveau financier de ces personnes. Et donc là, il commençait à avoir un sacré carnet d'adresses, voilà, Gaudens-Rossignoli. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, nous les Aixois, mais comment cet Italien du Piémont pouvait-il avoir acquis une telle aisance? Eh bien, on commence à comprendre. Quand il arrive à Ismaïlia avec cette première famille riche, bien sûr, ils sont tellement riches qu'ils ont les places d'honneur dans le pavillon des souverains invités par le vice-roi Ismaïlia au souper des souverains. Alors on va en parler de ce souper parce qu'il y avait c'était quand même un sacré souper. Hein. Je crois qu'il y avait entre 5000 invités, 3000. Il y avait 3 services et plusieurs tentes, des immenses tentes avec tous les bédouins qui étaient autour, qui étaient venus avec leurs chameaux et leurs chevaux et leurs armes. Ça devait être quelque chose quand même, devait être quelque chose. 500 cuisiniers venus d'Europe. Oh là là. 500 cuisiniers dans les cuisines. Et puis sans doute apporter pas mal de nourriture aussi. Le vin et le champagne qui coulaient à flot. Bien sûr. 25 plats au 25 menu. Plats. Bien sûr, on n'en mangeait pas 25. Hein. On choisissait, mais 25 plats au menu. Ah mais moi, chez 3 gros, on en mange 25. Hein. Alors, ce qui est surprenant, c'est la table des invités. Parce que, bien sûr, la vedette de cette inauguration, c'est Eugénie qui représente Napoléon III, qui représente la France. Qui n'a pas pu venir parce qu'il était souffrant. Il était souffrant, oui, il avait des calculs très, très violents. Et puis, une certaine inquiétude avec le dénommé Bismarck, qui était le représentant du roi de Prusse. L'Allemagne n'existait pas encore. Non, pas l'Allemagne, non. Il a préféré envoyer sa femme. Oui, mais enfin, c'était une belle représentation. Elle était magnifique. Hein. On ne voyait qu'elle. Oui, robe longue, cerise, avec plein de diamants qui tenaient. Enfin, voilà. Bon, c'était la France. Oui, et puis elle a quand même suivi le chantier, pas de bout en bout quand même, mais fréquemment, elle prenait des nouvelles de l'avancement, elle conseillait. Alors, on pourrait peut-être parler de cette fameuse Eugénie quand même. D'où elle vient, qui elle est, Alors, comment... Elle est d'origine espagnole. Et ce qui m'a surtout surpris, elle s'occupe pas mal de la politique. Hein. Napoléon III la suit. D'ailleurs, quand Napoléon III partira en guerre et qu'il y aura l'affaire de Sedan et l'affaire de Metz, elle va devenir régence de France. Et d'ailleurs, Gaudens-Rossignoli, avec encore d'autres clients, arrive à Cherbourg, parce que ses clients américains veulent fuir la France qui est entrée en guerre. Et à Cherbourg arrive Eugénie, régente de France, qui envoie la flotte française combattre en Baltique pour attaquer les Allemands par le nord. Eh ben, il revoit encore de nouveau Eugénie. Mais le destin est absolument extraordinaire. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote qui est assez fabuleuse. Eugénie arrive donc à Istanbul. Elle est reçue par le sultan Abdelaziz, qui est l'homme fort de cette sublime porte. L'Empire ottoman, c'est un empire qui est colossal. Faible économiquement, mais colossal par rapport au nombre d'habitants et la surface à l'époque. Hein. Et donc, Eugénie demande au sultan de lui faire visiter son nouveau palais qui est au bord de mer. Et là, elle arrive en étant tenue par le bras par le sultan. Elle rentre elle demande à voir le harem parce qu'elle ne sait pas trop ce que c'est. Ils vont pour entrer dans le harem et là, il y a la maman du sultan qui arrive et qui lui donne une gifle. Comment son fils ose tenir le bras d'une blanche qui n'est même pas accompagnée par sa famille et qui porte pas le voile. Au niveau de la diplomatie, ça s'est réglé très, très, très amicalement. Oui. C'est pas facile. Si bien que les affaires s'étant calmées, Eugénie circule dans le harem. Et là, il y a toutes ces femmes qui sont timides, qui ne voient pas d'hommes, bien entendu, par définition. Et quand elles voient cette femme libre, qui parle,
qui parle aux hommes, etc., qui a des tenues extravagantes, toute la cour d'Istanbul, désormais, s'habillera à la française. Ah ouais, ça a été l'électrochoc. Mais elle semblait en tout cas avoir une sacrée personnalité, cette Eugénie. Elle était quand même très féministe aussi, défendait quand même les femmes artistes. Oui. Elle n'hésitait pas non plus à monter au créneau. Enfin, elle en avait quand même. Oui. Et vous savez, quand elle, avant l'inauguration, elle demande à prendre un chameau pour aller dans le désert. Et il paraît qu'elle montait très bien d'ailleurs. Elle montait très bien. Et elle est montée aussi sur un âne parce que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y avait pas tant de chevaux que ça dans ces pays. Et d'ailleurs, quand ils passent en Palestine ou à Jaffa, qui est pas très loin de Tel Aviv maintenant, il y avait même pas de port. Les bateaux à vapeur n'ont pas pu accoster. Il fallait descendre avec des chaloupes. Et il y a que des sentiers muletiers. Donc, et pourtant, c'est un siècle et demi ou moins de 2 siècles en tout cas. Et c'est là qu'on voit l'évolution. Quand on voit maintenant les images de cette Palestine, d'Israël et tout, c'est un pays qui a complètement changé par rapport à ce qu'on lit. Et c'est pas si vieux que ça. 1869. Alors, cette Eugénie aussi, on l'a vu arriver, alors je ne sais pas si c'était au bras, mais en tout cas accompagnée de François-Joseph, empereur d'Autriche. Oui. Alors ça aussi, c'est ça n'a pas fait jaser, non? Non, mais moi, surtout ce qui me surprend... Donc, pour rappeler quand même, François-Joseph, c'était le mari de Sissi. C'est le mari... Oui, c'est le mari de Sissi. Elisabeth de Wittelsbach, voilà. Mais moi, ce qui m'a un peu surpris, surtout, c'est que Eugénie, c'est l'épouse de Napoléon III. Napoléon III, il a aidé les Italiens en envoyant des troupes combattre les Autrichiens qui ont été chassés d'Italie. Et pourtant, François-Joseph se débrouille à arriver 24 heures avant tous les autres bateaux, parce qu'il y a une tempête et les bateaux sont obligés de rester au large. Il est en galère, lui, oui. Il descend quand même de son bateau parce qu'il a dit « Il faudra que je sois là pour donner le bras à l'impératrice des Français ». Donc, ça veut dire qu'ils se font la guerre, mais on respecte la règle, ça, non, je sais plus comment on dit là. Enfin, bon, l'étiquette, on va dire. Cherchez le mot, c'est l'étiquette. En quelque sorte, Anne, puisque vous nous avez, je dirais, chauffé sur Eugénie, si on parle d'elle dans cette émission, on ne peut pas faire l'impasse sur son séjour aixois. Béatrice peut peut-être mieux nous en parler. Eugénie à Aix-les-Bains, au moment du rattachement. Elle est passée à Aix-les-bains, mais je ne pense pas qu'elle ait séjourné. Elle n'a pas séjourné, pardon. Elle n'a pas séjourné. Son passage, voilà, alors, j'étais encore avec Sissi, moi. Ah oui, parce qu'elle aussi était à Aix-les-Bains. Elle est restée 3 semaines. Elle a vraiment séjourné à Aix-les-Bains, mais Eugénie, elle est passée au moment du rattachement de la Savoie à la France, donc de l'annexion, mais elle n'a fait que passer. Alors, je vais quand même vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Eugénie, la Savoie et le canal de Suez? Un célèbre personnage de Savoie qui était décédé il y a déjà bien longtemps, quand on a percé le canal. C'est Saint François de Sales. Alors ça, c'est une anecdote assez particulière. Ah ouais. Anecdote d'autant plus particulière que au mois d'août 1863, le congrès scientifique, le grand congrès scientifique de France se réunit à Chambéry. Il tient sa 30e séance annuelle, alors grand congrès, et chaque année il se déplace dans un département différent, et là Savoie nouvellement rattachée. Bon, en 1863, ça a été décidé qu'il soit organisé à Chambéry, c'est le comte Costa de Borgard qui a piloté son organisation. Il démarre ce congrès le 10 août, et le hasard complet fait que à ce moment-là, Ferdinand de Lesseps est en partance pour l'Italie et pour plus loin. Il s'arrête à Chambéry, il apprend qu'il y a ce congrès, il va rendre visite à ses amis scientifiques du congrès. Et c'est à l'occasion de ce congrès, alors on lui a remis une médaille, je crois que c'était l'Institut des provinces de France qui lui avait remis des médailles, etc. Et il en profite, du coup, pour rendre hommage à la Savoie en racontant une petite anecdote. L'année précédente, donc 1862, il y a une chapelle qui a été construite à Ismaïlia. Du coup, donc la ville qui est sortie de terre lors du chantier du canal de Suez, comme disait Serge. Et de Lesseps était, je ne vais pas dire désemparé, mais enfin se posait la question, à quel saint allons-nous dédier cette chapelle? Il demande à l'impératrice Eugénie de décider. Et elle lui désigne Saint François de Sales. Est-ce que ce choix lui est venu de son séjour savoyard, du coup, 2 ans plus tôt? Ça, on ne le saura jamais.
Ou de Mais bon. l'Esprit Saint, Ça peut être de Lionel. l'Esprit Saint aussi. Pourquoi pas? Néanmoins, c'était une chapelle au tout début et l'année suivante, 1864, ça va devenir une véritable église qui a été rebâtie en 1930. Donc l'église qu'on peut voir aujourd'hui à Ismaïlia Saint-François de Sales, ce n'est plus celle d'origine, mais c'est toujours en hommage à Saint-François de Sales. Ah, quand même, c'est une belle histoire. Hein. La Savoie est quand même bien Finalement, elle est bien implantée, représentée. bien représentée. Au final. Et il reste un dernier personnage, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire Il y a un Haut-Savoyard qui a participé au chantier, qui a été ingénieur sur le chantier de construction du canal. C'est Eugène Tissot. Alors Eugène Tissot, bon, c'est peut-être le moment d'en parler maintenant, du coup. Alors, Oui. il est né à Annecy en 1838. Il fait des études d'architecte, il devient ingénieur après son diplôme à la faculté de Turin. Et vraiment peu de temps après l'annonce du lancement du chantier de Suez, il se fait engager par la compagnie universelle du canal de Suez. Du coup, on est en 1860. Donc lui, a priori, il avait encore le passeport, enfin la nationalité piémontaise, du coup, hein, c'était pile à cette année charnière. Et pendant 5 ans, il va être un très grand ami de Lesseps et il va participer à la construction du canal, donc réellement pendant 3 ans, du coup, avant la crise de 1863 dont tu as parlé, Serge. Et finalement, il n'est plus en charge de quoi que ce soit sur le canal lorsque le chantier reprend. Après, il va travailler au ministère des Travaux publics en Égypte. Alors, pendant un temps, il revient en Haute-Savoie puisqu'il se marie à Annecy, en 1867, il me semble. Et l'année suivante, il revient en Égypte. Alors, est-ce que du coup, il a été à l'inauguration du canal? Ça, j'en ai pas trouvé de trace. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec un de ses collègues qui travaillait lui aussi sur le canal, un certain Bernard, ils vont écrire en 1969 un livre qui est une sorte de guide touristique du canal de Suez et de ses environs. Et en préface, c'est bien marqué par l'éditeur que ce guide est à l'intention des personnes qui seront invitées à l'inauguration du canal de Suez pour leur faire visiter la vallée du Nil, leur faire découvrir. Ça aussi, c'est une histoire assez particulière. Après, il va revenir en Haute-Savoie, bien évidemment, et les dernières années de sa vie, il aura surtout contribué scientifiquement à l'association météorologique, la Société météorologique de Haute-Savoie. Oui. J'aimerais bien aussi qu'on parle de cet opéra en fait commandé par Le Khedive. à Giuseppe Verdi. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en Je dire? pense que Lionel, t'es peut-être le mieux armé, non? Ah ben, Béatrice est grande amatrice de musique aussi. bon, alors. Ah oui, grande amatrice, mais là, sur l'histoire, je laisse ma place. Bon. Alors, Allez Verdi, Lionel, non, en on fait, s'y colle. mais je n'ai pas tous les détails précis. Je sais juste que effectivement, c'est bon. Dans le cadre de l'inauguration du canal de Suez que on commande à Verdi un opéra sur l'histoire égyptienne. Bon, sauf que la commande intervient particulièrement tard. On est à l'été 1769. Alors peut-être que c'est sans doute comme aujourd'hui. Les décideurs, les politiciens ont des idées en tête et ils pensent que tout va se faire en un claquement de doigts. Et non? Ça se compose pas en quelques semaines un opéra pareil. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Donc c'était Aïda. Aïda. Hein. C'est colossal. Bref, au fur et à mesure On peut peut-être raconter rapidement l'histoire de Aïda, ou c'est une histoire d'amour entre... Toujours pas, Serge? Alors, peut-être que je me trompe. Est-ce que c'est pas l'histoire de cette esclave Si, c'est ça. namibienne ou nubienne, c'est-à-dire donc Éthiopienne. qui a été capturée par un Égyptien, peut-être un pharaon ou un grand chef égyptien. Et il y a le père qui essaye de la récupérer. Oh, c'est triste comme tout. Mais en il fait- meurt, mais il en meurt fait, pas à la fin elle- dans un caveau. C'est jamais gay. Mais en un fait, opéra. elle n'était pas celle qu'on croyait. Elle n'était pas esclave. Et donc, c'était la fille du roi des Nubiens. Oui. Alors, au fur et à mesure que Giuseppe avance dans sa partition, on prévoit effectivement de donner la première au Caire en 1870. Alors, il y a 2 choses qui ont bloqué. Dans un premier temps, Verdi, l'Égypte, il apprécie moyennement, ça lui plaît pas trop que la première soit donnée en Égypte. Bon, puis finalement, il va se résigner. Mais, tu en parlais, Serge, les décors ont été livrés en retard. Donc, ce n'est qu'en 1871 que la première va avoir lieu au Caire. Hein. En effet. Parce que c'était quand même politique aussi de commander finalement cette histoire. Elle était quand même pas. Elle était quand même en rapport avec les lieux, avec les relations aussi, les liens quoi. L'Égypte ancienne. Et puis, ça aurait pu aider aussi à inciter les Européens à venir visiter ce pays. Ça avait déjà commencé du temps de Napoléon Ier. Et là, c'était enfoncer encore le clou. D'ailleurs, on peut Ce n'était pas innocent. Ce n'était pas innocent. Et
pour preuve, dans les écrits de Gaudens-Rossignoli sur cette inauguration, on se rend compte que le Nil est équipé désormais de dahabia à vapeur et d'énormément de bateaux, c'est-à-dire une partie de cette population qui habitait sur les rives sont devenus marins ou rameurs ou autres. Il y a des approvisionnements de bois qui sont posés de temps en temps pour pouvoir alimenter les bateaux, et ils vont jusqu'à la première cataracte. Et Gaudens dit que lorsqu'il est avec ses clients sur leur bateau loué pour 3 mois, il n'arrête pas de croiser des bateaux qui descendent ou d'autres qui les doublent ou eux doublent. Et chaque fois, selon la tradition, il tire en l'air. Alors lui, il tire avec son pistolet, Gaudens, ce qui veut dire qu'ils sont armés, ils ont le droit d'avoir des armes. Et puis il le faut, parce que de temps en temps, il y a des pillards qui essayent de les attaquer, mais eux-mêmes, avec leur équipage, ils volent un peu de bois aussi en passant. C'est comme ça, hein, c'est le nord de l'Afrique. De l'époque. De l'époque, bien entendu. Alors, Alors donc, dans ce périple sur ce Nil, qui est dangereux, hein, ils cassent les amarres plusieurs fois, ils sont à la dérive plusieurs fois, il y a des parts d'autres bateaux. Il leur faut 80 hommes qui descendent dans la rivière pour tirer le bateau, ils n'arrivent pas à le remettre d'aplomb. Mais par contre, ils croisent sans arrêt le Khedive ou des flottilles armés par le Khedive, avec tous ces aristocrates qui sont venus pour l'inauguration du canal et qui restent 2-3 mois de plus, parce que là on est déjà en février 1870, donc 2 mois et demi après, et le Nil est encombré de visiteurs. Il y avait du monde. Et, tout à l'heure Lionel en a parlé, un dénommé Cook. Thomas Cook. Alors, je te propose de te couper. On va marquer la dernière pause musicale. Okay. Et on continuera avec Thomas Cook. Ça marche. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Rebonjour, bonjour à ceux qui arrivent et rebonjour à ceux qui nous suivent depuis le début de cette émission qui est vraiment passionnante sur Aix-les-Bains et l'inauguration du canal de Suez. Avec moi, Serge Sueur, Béatrice Rouhen-Charnot et Lionel Berthet, tous trois passionnés par l'histoire du patrimoine aixois notamment. On en était à Thomas Cook. Serge. Alors, Thomas Cook, à l'origine, est un pasteur anglican, et il a eu l'idée d'emmener des groupes de son église, on va dire ses ouailles, en pèlerinage. Donc, il a pris l'habitude de pouvoir emmener des groupes de 100, 200, 260 personnes, les loger, trouver les lieux de culte, etc. Et il s'est dit, mais finalement, je vais en faire mon métier, je vais faire des voyages organisés. Et quand il apprend qu'il y a l'inauguration du canal de Suez, il loue carrément un bateau mixte, à voile et à vapeur, à Aube, au départ de l'Angleterre, et il fait un prix unique de voyage, de façon presque à dire on va démocratiser la connaissance internationale. Alors il a été la risée de toute l'aristocratie anglaise. En attendant, son vapeur était dans les 56 qui ont franchi le canal. Et on connaît la suite. Voilà. Et on connaît la suite. On connaît la suite. La suite surtout est fabuleuse. C'est qu'il rencontre le Khedive, le vice-roi d'Égypte, et lui dit, mais si vous me laissez la concession du Nil, moi je vous mets une ribambelle de navires à vapeur. Donc les bateaux ont été commandés, et c'est Cook qui a eu l'exclusivité pendant quelque temps de toute cette remontée pendant plus de 2 décennies. Et Cook est très connu en Égypte pour cet événement-là. Comme quoi, c'est utile de se faire inviter aux grandes inaugurations. Oui. Hein, il fallait avoir le nez fin, et il l'a eu. Et les aristocrates anglais ne se sont plus moqués de lui. Il y a une famille aussi qui a été invitée, mais qui du coup, c'est toi qui me l'as appris dans le livre, Serge, n'a pas pu y assister. Du coup, c'est une branche de la famille de Savoie. Du coup, c'est Amédée, duc d'Aoste. À cette époque-là, il est duc d'Aoste. Alors Amédée, c'est le 2e fils de Victor Emmanuel II. Sa sœur cadette d'ailleurs, c'était Maria Pia. C'est ta famille, Anne? Non, c'est pas. Bon, Maria Pia, qui à cette époque-là est reine consort du Portugal, quand même. Et Amédée, du coup, qui vient à Aix. Exactement. Et pour le coup, Amédée, du coup, il vient avec son épouse, donc Maria Vittoria d'Alpazo,
qui est déjà un petit peu souffrante. Bon, elle vient d'accoucher, il y a quelques mois, de son premier enfant, qui s'appelait Charles-Emmanuel, du coup, de Savoie, dans les lettres que de Lesseps envoie à cette famille prestigieuse de Savoie. Il est indiqué qu'effectivement, dans les correspondances, qu'il fait plutôt avec les personnes qui sur place vont recevoir les personnages illustres. Autant pour moi. Il est indiqué qu'il y a la nourrice du petit qui sera là aussi. Voilà, donc on a quelques détails de ce type-là. Mais je savais pas, du coup, et tu me l'as appris, Serge, qu'ils ont dû rebrousser chemin. Alors me dis-tu, parce que Victor Emmanuel II a eu une grave maladie qui s'est déclarée. Il Toute était la malade, délégation italienne revient pensant qu'il risque de décéder. Parce que dans d'autres livres, j'ai lu que c'est Maria Vittoria, donc l'épouse du duc d'Aoste, qui avait eu une crise de tuberculose. C'est la maladie qui finira par l'emporter 9 ans plus tard, et que c'est à cause de ça qu'ils étaient rentrés, que la maladie s'est encore aggravée sur le chemin du retour, car il y a une des chaudières de leur bateau qui a explosé d'ailleurs. Alors là, donc nous allons approfondir. L'histoire, parfois, il y a des inexactitudes qui circulent, on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Alors on va faire un bond dans le temps, on va aller un peu plus loin. Je prends 10 secondes pour finir là-dessus quand même, parce que je sais qu'on est assez chauvin sur la Savoie, mais ce qui était encore moins prévu à cette histoire du canal de Suez, mais qui n'a rien à voir, c'est que quelques mois plus tard, ce fameux Amédée, duc d'Aoste, va devenir roi du Portugal quand même. On a une personnalité de la maison de Savoie, roi d'Espagne, qu'est-ce que je raconte, roi d'Espagne. C'était Maria Pia, du coup, c'était sa sœur qui était reine consort du Portugal, et lui, Victor, duc d'Aoste, va devenir roi d'Espagne de 1870 à 1873. On a eu quelqu'un de la maison de Savoie qui était à la tête de l'Espagne quand même, voilà, disons-le. Je m'arrête. Béatrice. Alors, on va peut-être quitter les têtes couronnées. Allez, on dit, il y a un moment, il faut les quitter quand même. Et puis, on va ouvrir une petite page d'histoire. On va dire la petite histoire dans la grande histoire. Qui est tout aussi belle. Une page locale et familiale. Et pour simplement compléter les liens entre Aix-les-Bains et le canal de Suez, par l'intermédiaire d'un de mes oncles, donc, qui a fait sa carrière comme sous-préfet et qui, en 1946, quitte la sous-préfecture d'Argelès, dans les Pyrénées, et il est embauché au canal de Suez. Donc, il va partir à Ismaïlia avec sa femme et ses 3 enfants, donc mon oncle, ma tante. Donc là, on est dans quelle année? On est en 46. En 46. Voilà. Il faut dire que mon oncle et ma tante se sont connus tous les deux dans un sanatorium au plateau d'Assy après des primo-infections. Et l'idée de partir à Ismaïlia a peut-être pas été la meilleure pour la santé de mon oncle. Ils ont dû passer 5 ans, je pense, à Ismaïlia avec leurs 3 enfants. Et mon oncle, je l'ai pas connu. Il meurt tout début des années 1950-51, terrassé par sa tuberculose. Il était revenu en France et il est mort à Belay, sa ville d'origine. Et par contre, j'ai longtemps fréquenté ma tante qui me parlait avec beaucoup de tendresse et de ces beaux souvenirs de sa vie à Ismaïlia, de la vie mondaine, des réceptions dans ce qui était les dernières années de gestion du canal, donc et puis, par la compagnie. Si je peux aussi préciser, d'après ce que j'ai lu, en tout cas, j'ai trouvé ça, du coup, l'image a changé. Ça avait quand même irrigué le fait de creuser ce canal. Le paysage, quand même, a changé pour plus de fertilité. Des milliers d'hectares ont été irrigués. Donc ça a enrichi le pays. Alors, reviens. Alors, mon oncle est revenu mourir en France et ma tante s'est retrouvée donc veuve. C'était donc Madame Saint-Pierre. Elle s'est retrouvée veuve avec 3 enfants. Et le canal, pour lui permettre de vivre, l'a nommée directrice, gérante de ce fameux chalet des Côtes. Alors, le chalet des Côtes, ça va nous relier encore une fois à Rossignoli, pas par Rossignoli, mais par l'architecte. Ce chalet des Côtes, il est boulevard Perrin, et il a été construit en 1884 par Antoine. Alors, qu'est-ce que c'est le chalet des Côtes? C'était le nom Béatrice, qui était donné à cette maison, construite par un industriel belge en 1884. Donc, on est dans la grande époque aixoise où tout le monde vient construire une maison. On va pas qu'à l'hôtel, on va pas qu'au Splendide, mais on va aussi dans sa maison. Elle a été plusieurs fois agrandie. Au virage du 20e, elle est agrandie par Paul Faga, encore un autre architecte important pour Aix-les-Bains et pour la Savoie, parce qu'il est surtout chambérien. Et pendant 4 ans, entre 1954 et 57, elle va recevoir dans ce chalet des Côtes
les enfants du personnel du canal de Suez envoyés en France par leur famille pour suivre une scolarité française. Ah oui. Donc les enfants sont scolarisés, non pas dans le chalet, qui est une forme d'internat, mais soit à l'école du Chenoz, dans le bas de Mouxy, soit au lycée d'Aix-les-Bains. Combien on recense d'enfants Alors, j'ai pas creusé tout ça parce que ma tante est partie. Mon cousin, le seul vivant de sa famille, est également parti et j'ai pas encore accès aux mémoires familiales. Mais je pense que pendant 3-4 ans, il y a eu du monde quand même à Oui, passer. parce que s'il y avait aussi un chalet aussi à cet effet, ça veut quand même dire qu'il y avait quand même un certain nombre d'Aixois qui travaillaient pour ce canal de Suez. Oui, et puis il y avait, ils ont installé un dortoir dans ce qui était l'orangerie, je crois, de ce chalet des Côtes. Et j'en avais longtemps discuté après avec la libraire de la rue d'Ava, qui a longtemps travaillé avec ma tante et qui s'occupait d'emmener les enfants à la plage et tout. Et elle me racontait souvent en disant, on était complètement... C'était un esprit de liberté qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui. Il faut une pile d'autorisation pour emmener les enfants à l'extérieur d'une cour d'école. Là, ils partaient en vélo, en Solex, se baignaient dans le lac. Enfin, ça avait été une période assez riche. Assez faste, ouais. Assez faste. Donc, en fait, ils étaient hébergés et puis ils allaient dans les cours de l'école du Chenoz ou du lycée d'Aix, suivant les âges des enfants, quoi. Et tu as des photos Alors, il doit y en avoir, mais pour l'instant, les portes ne sont pas encore ouvertes. Alors, je vais lancer un appel si j'ai le droit. Alors, vas-y, Béatrice. C'est vrai que tout ça m'intéresse beaucoup et je sais qu'il y a dans les Aixois des gens qui ont connu ou qui étaient amis avec des gens qui étaient dans ce fameux chalet des Côtes. Et puis, à la fermeture du canal, l'internat a fermé ses portes et puis il y a eu un lotissement fait dans le jardin, mais le chalet des Côtes lui-même existe toujours, boulevard Perrin, ouais. Oui. Donc, Alors, pour compléter ce que dit Béatrice, il y avait un autre lieu d'hébergement de ces internes, c'était la villa La Grimotière. La Grimotière, c'est à côté de l'hôtel Le Manoir et ça donne face au Royal et au Splendide. C'est une très belle villa qui appartenait au Chevalet avant. Et cette grimotière avait été achetée par la famille Rossignoli, vendue en 1966, achetée par monsieur et madame Charvier, et ils recevaient des internes de l'école du Chenot. Donc, ce qui prouve qu'il y avait cette école du Chenot avec Suez. Eh bien, il y a eu des liens encore. On crée des liens. Voilà. Ouais. Et alors là, l'appel est lancé, hein, donc voilà, si vous, Aixois, Aixoises, ou même étant ailleurs, vous avez un lien avec le canal de Suez. Si vous étiez enfant aussi, ou hébergé dans l'une de l'autre de ces maisons internats, oui. Donc prenez contact avec nous, avec notamment par le biais des réseaux sociaux de l'épicerie culturelle du territoire. Et voilà, on pourrait tout à fait organiser une rencontre qui pourrait être vraiment les anciens. Les anciens, exactement. Des personnes qui ont peut-être connu votre oncle, qui s'appelait comment, excusez-moi, et quelle était sa fonction? Yves Saint-Pierre. Alors, je ne sais pas quelle était sa fonction au canal, ça je ne le sais pas. Je sais simplement que il était dans l'administration parce qu'il était juriste et avocat de formation, donc certainement dans l'administration. J'ai juste les souvenirs de ma tante, qui a été pour elle une grande période de bonheur avant la mort de son mari et son retour en France. Il est 14h, vraiment ça a passé très très vite. Trop vite. Je vous remercie vraiment beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, alors je vous propose d'acheter le livre qui a été écrit par Serge Sueur ici présent. Serge, tu pourrais peut-être le présenter assez rapidement. Eh bien, disons que je suis né à Aix-les-Bains et passionné par Aix, et j'ai écrit plusieurs livres effectivement sur les palaces à l'époque, sur la présence des Américains en 1918, et là donc j'ai eu cette opportunité d'écrire sur ce canal de Suez parce que c'est lié à la famille Rossignoli, et ce livre il est actuellement en vente à la Maison de la Presse. Voilà, et c'est vraiment passionnant. Moi je me suis régalée. Je sais pas vous, voilà. Mais c'était Et tu vas faire des conférences, Serge, aussi, pour présenter ce livre? Alors,
C'est pas comme si on était en off, allez-y. Oui, Ah non, mais peut-être que les gens ont envie d'en faire. Oui, L'émission semble avoir passé tellement vite. Tu as raison, Lionel. Tu as raison, Lionel. Il faudrait en créer le motif. Mais on va mettre ça dans un petit coin de la Société d'art et d'histoire Voilà, pour la future programmation. Oui. En tout cas, je pourrais repartir encore pour 1 heure avec vous sur ce sujet-là. J'ai l'impression même qu'on pourrait encore aller bien au-delà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre. Une histoire passionnante où Aix-les-Bains est aussi a eu finalement sa connexion à ce canal de Suez. Je vous remercie vraiment à tous de nous avoir suivis. Si certains d'entre vous souhaitent réécouter l'émission, il y a un podcast. Vous avez pour cela, vous allez sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Pardon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et restez curieux. Restez curieux. Ça c'est une belle fin. Ça c'est une belle fin. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.